Bonjour à tous et bienvenue à la deuxième édition du congrès Cardio-Onco, édition 2023 à Paris. Je suis le docteur Jennifer Cotella, je fais de la cardio-oncologie à Marseille et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir le docteur Stéphane Ederi qui est cardiologue à Paris, à l'hôpital Saint-Antoine. Bonjour Jennifer. Bonjour. Aujourd'hui on va parler d'hématologie, on en parle un petit peu moins souvent et plus particulièrement du risque d'insuffisance cardiaque avec les inhibiteurs du protéasome. Alors, on connaît un peu moins bien ces molécules. Pouvez-vous nous expliquer quelles molécules sont à surveiller ? Oui, parmi les inhibiteurs du protéasome, le risque d'insuffisance cardiaque n'est pas continu ou commun. Finalement, on peut distinguer les inhibiteurs du protéasome de première génération qui entraînent une inhibition réversible du protéasome et qui sont peu ou pas associés à un risque d'insuffisance cardiaque. Des inhibiteurs du protéasome de deuxième génération associés à une inhibition du protéasome beaucoup plus forte, importante, irréversible et qui, eux, sont associés à de l'insuffisance cardiaque de manière significative, notamment identifiée à partir des phases 3, mais aussi dans les registres de vraie vie. D'accord, donc plutôt les inhibiteurs du protéasome de deuxième génération. Et quels patients sont peut-être plus à risque de développer une insuffisance cardiaque ? C'est un point important parce que lorsqu'on parle d'insuffisance cardiaque, on doit distinguer le risque directement lié à la prescription de la molécule, mais il faut aussi tenir compte du terrain de ces patients. Et évidemment, la caricature des patients qui sont atteints du myélome, ce sont des sujets âgés qui ont des facteurs de risque cardiovasculaire. Environ 20 à 30% ont déjà une hypertension artérielle, une dyslipidémie, ont déjà une hypertrophie ventriculaire gauche. Donc finalement, il y a déjà des paramètres soit démographiques, soit échocardiographiques qui prédisposent ces patients à un risque d'insuffisance cardiaque et on ajoute ou on surajoute le risque lié à la molécule. Donc probablement que les sujets, et c'est un peu le sens des recommandations, d'identifier les sujets qui sont déjà symptomatiques, qui ont déjà des facteurs de risque cardiovasculaire, qui ont déjà une hypertrophie ventriculaire gauche, permet d'identifier un groupe à sur-risque d'événements de type insuffisance cardiaque. D'accord, bon, c'est donc toute l'essence de la cardio-oncologie, des patients à risque, des molécules à risque, et donc la possibilité de faire quelque chose peut-être pour prévenir la toxicité. Donc chez ces patients-là, ces molécules, quel suivi doit-on proposer ? Alors, c'est l'intérêt de ces recommandations ESC 2022 dont on parle depuis leur publication, c'est qu'elles ont permis, en tout cas dans ce champ qui n'était pas décrit jusqu'ici, de préciser peut-être pas tout à fait la prise en charge, mais l'évaluation en amont de la prise en charge et pendant la prise en charge. Il faut utiliser le score HFA-ICOS. Le score HFA-ICOS, c'est finalement une manière organisée d'évaluer les patients. Schématiquement, les patients qui sont symptomatiques avec beaucoup de facteurs de risque cardiovasculaire, qui sont âgés de plus de 65 ans, sont des sujets à risque, comme on vient de le dire. Probablement que chez ces patients, il y a un intérêt pour l'échographie cardiaque, non pas pour avoir des facteurs prédictifs de toxicité, mais déjà d'identifier une dysfonction ventriculaire gauche préalable à l'administration de l'inhibiteur du protéasome. Pendant l'administration de l'inhibiteur du protéasome, l'échographie cardiaque a un rôle limité puisqu'on n'a pas encore de paramètres, ni le strain, ni la FEVG, même s'il y a une étude qui le montre, ne permettent d'identifier une population à risque. C'est plutôt la place peut-être des biomarqueurs et notamment des peptides natriurétiques. On a au moins une étude, ça ne confère pas un niveau de recommandation très important, mais qui montre que l'élévation du NT-proBNP en amont de la prescription et pendant la prescription identifie une population à risque. Attention, quand bien même le NT-proBNP augmenterait pendant votre prescription, ce n'est pas suffisant pour interrompre la prescription d'inhibiteurs du protéasome, mais pour simplement dire ce patient est peut-être plus à risque de développer de l'insuffisance cardiaque. Donc des messages importants, comme un peu dans toutes ces recommandations, la pierre angulaire, ça reste l'évaluation baseline des patients pour bien évaluer au début et bien suivre. Donc si j'ai bien compris, ces patients-là, il y a une petite place pour les biomarqueurs, les peptides natriurétiques. À quel rythme pendant le traitement peut-on les proposer ? Alors, ce n'est pas tout à fait clair dans les recommandations. On a plutôt une borne dans les avant la chimiothérapie, au 3e mois, probablement au 6e mois, d'évaluer de manière régulière mais espacée ces biomarqueurs, en sachant encore une fois qu'il y a beaucoup de facteurs confondants et qu'il y a beaucoup d'autres paramètres qui vont participer à l'élévation des peptides natriurétiques. Donc encore une fois, un paramètre intéressant, mais qu'il faut savoir interpréter dans le contexte très particulier des patients atteints de cancer, notamment en hématologie. De ces patients donc avec plusieurs facteurs de risque. Donc à surveiller, à regarder de près, mais peut-être pas en tout cas interrompre, ça c'est sûr, la thérapeutique Exactement. En fonction de ce biomarqueur. Exactement. Et si malheureusement on constate avec ce suivi à l'échographie une toxicité cardiaque avec une baisse symptomatique ou pas de la fraction d'éjection, quelle sera la prise en charge ? Oui, c'est important de distinguer, comme tu l'as suggéré, le fait qu'il y ait une dysfonction ventriculaire gauche et le fait qu'il y ait des symptômes ou pas de symptômes. On n'a pas de recommandations spécifiques dans cette population-là, donc finalement il faut les prendre en charge comme on prendra en charge une insuffisance cardiaque d'une autre étiologie. Attention dans le contexte du myélome, avec le risque éventuellement d'amylose cardiaque, c'est de bien être certain de l'étiologie de ce que vous êtes en train de traiter. Donc un minimum de curiosité en ayant toujours en tête que
vous êtes peut-être face à de l'amylose cardiaque et qui est un facteur confondant qui est la prescription d'inhibiteurs du protéasome. Ces réserves étant dites, vous allez le traiter en fonction des recommandations de l'ESC pour l'insuffisance cardiaque, en tenant compte du niveau de FEVG et en introduisant les traitements en fonction du niveau de FEVG. Donc pas de spécificité pour la prise en charge. D'accord. Donc, par analogie, peut-être on peut utiliser l'arbre dédié aux anti-HER2 ? Probablement, ce n'est pas marqué comme ça dans les recommandations, mais c'est ce que l'on fait tous, peu ou prou, utiliser cet arbre diagnostique, donc qui nuance à la fois la poursuite et la reprise du traitement en fonction du niveau de FEVG, l'introduction des thérapeutiques en fonction du niveau de FEVG. D'accord. Dernière question qui, je sais, est difficile, mais c'est vrai, en pratique, on va souvent avoir le problème. Si jamais il y a eu un problème d'insuffisance cardiaque sous inhibiteur du protéasome, est-ce qu'on a le droit et quand de réintroduire ces fameux inhibiteurs du protéasome ? Oui, c'est une question difficile. Comme je l'ai dit, peut-être le préalable, c'est d'être certain que l'insuffisance cardiaque et d'identifier l'étiologie de l'insuffisance cardiaque. Il peut y avoir des cardiopathies ischémiques, il peut y avoir de la fibrillation atriale, il peut y avoir de l'amylose. Donc, évidemment, c'est de traiter le facteur favorisant ou associé à la prescription de l'inhibiteur du protéasome. Si on arrive à la conclusion que seul l'inhibiteur du protéasome est responsable, la question légitime, effectivement, et qui est posée par le confrère hématologue, c'est est-ce que je peux reprendre, dans quel délai et comment ? Je pense que si la fraction d'éjection du ventricule gauche est préservée au moment de l'événement, il n'y a pas de raison de contre-indiquer la reprise une fois que le patient a été traité, qu'il est redevenu asymptomatique, que l'on prend quelques précautions. Les quelques précautions, c'est que ces patients, l'administration de ces inhibiteurs du protéasome est aussi associée à un remplissage important. Donc on peut parfois jouer sur ce remplissage en le diminuant, première étape. On peut aussi diminuer la posologie de l'inhibiteur du protéasome de moitié, par exemple, pour permettre la reprise de cet inhibiteur du protéasome dans de bonnes conditions. Lorsqu'il y a une dysfonction ventriculaire gauche, parce que l'on manque essentiellement de données, il faut évidemment encourager la reprise, mais avec beaucoup de prudence. Donc là, j'attendrai que le patient soit complètement asymptomatique, que toutes les thérapeutiques cardiologiques aient été instaurées au moins à posologie initiale, pour à ce moment-là rediscuter de manière pluridisciplinaire le risque de reprendre d'une part et surtout le pronostic des patients si on interrompt l'inhibiteur du protéasome. Donc encore une fois, c'est une discussion multidisciplinaire qui est la balance entre le risque de réadministrer la molécule et le pronostic des patients. Donc toujours avoir ça en tête. On peut être amené à accepter un certain degré de toxicité pour reprendre une molécule, pour peu que le pronostic en soit véritablement modifié ou modulé. Très bien, et donc c'est toute la balance du cardio-oncologue, Exactement. La discussion avec l'équipe qui prescrit. Merci beaucoup Stéphane Edéry pour ces messages clairs et efficaces, et à bientôt. Merci Jennifer, à bientôt.